En vertu du droit international, l'Iran a le droit de disposer d'un programme nucléaire pacifique, tout comme n'importe quelle autre nation souveraine. C'est véritablement non négociable, car nous ne pouvons pas refuser à l'Iran son droit à un programme nucléaire pacifique, tout en approuvant ou en tolérant que d'autres nations exercent ce même droit. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le droit international. Ainsi, selon le droit international, l'Iran défend son droit à un programme nucléaire pacifique, comme le ferait toute autre nation souveraine. Excels a en réalité écrit que les États-Unis avaient insisté pour qu'il n'y ait aucun enrichissement ou qu'un arrêt à long terme soit imposé, incluant des propositions telles qu'une suspension de l'enrichissement de l'uranium pendant 20 ans, voire des restrictions permanentes. Quelle est la position de l'Iran concernant d'éventuelles concessions sur ses capacités d'enrichissement nucléaire à l'avenir, Dr. Marandi? La question de l'enrichissement nucléaire pour l'Iran n'est pas négociable. La raison en est que l'enrichissement de l'uranium est important pour l'Iran, car le pays développe des centrales nucléaires et a toujours été confronté à des sanctions. Ainsi, par exemple, si nous avons une centrale électrique et que pour une raison quelconque, les sanctions américaines empêchent l'Iran d'acheter du combustible nucléaire, nous serons confrontés à des crises à plusieurs niveaux de l'économie, en particulier dans les années à venir, une fois que d'autres centrales nucléaires seront achevées. Nous avons connu des problèmes similaires avec l'essence. Lorsqu'il y a eu des pénuries en raison d'une consommation très élevée en Iran, le prix de l'essence était d'environ 1 à 2 centimes par litre. 1 ou 2 centimes le litre. Imaginez la différence entre l'Iran et l'endroit où vous êtes. C'est, vous savez, tout simplement incomparable. La consommation est donc évidemment extrêmement élevée. En Iran, le gouvernement accorde d'énormes subventions à l'essence et par conséquent, il arrive parfois que nous ayons des pénuries. L'Iran doit donc importer de l'essence et lorsque cela se produit, les États-Unis essayent d'empêcher l'Iran d'en acheter. Il en va de même pour le programme nucléaire. Vous le savez mieux que moi, étant un expert en économie, contrairement à moi, qu'il est très coûteux de construire une centrale nucléaire. L'électricité est bon marché une fois la centrale terminée, mais la centrale elle-même est onéreuse. Donc, l'Iran veut construire des centrales électriques, et s'il n'a pas le combustible nécessaire, c'est un énorme investissement qui finit par être gaspillé. L'Iran dit donc, non, nous devons être autosuffisants, ou du moins partiellement autosuffisants. Mais plus important encore, c'est le fait que cela fait partie de la souveraineté de l'Iran. L'Iran a le droit souverain d'enrichir de l'uranium. Qu'un pays dise à l'Iran, « Vous ne pouvez pas faire cela parce que nous ne le voulons pas », c'est inacceptable. La révolution islamique, il y a 47 ans, portait sur l'indépendance, la souveraineté et la dignité. Et l'Iran n'abandonnera rien de tout cela. Tout cela a eu un prix très lourd. Ainsi, le fossé entre l'Iran et les États-Unis est immense. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de solution? Bien sûr qu'il y en a une. Je veux dire, l'Iran pourrait coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique de manière à ce que, s'il existe de réelles préoccupations, celles-ci puissent être traitées de façon constructive. Nous avons déjà vu cela avec le JCPOA qui en réalité n'était pas un très bon accord pour l'Iran. L'Iran a fait trop de concessions aux États-Unis, à mon avis, et les États-Unis n'ont jamais respecté leur part du marché, alors que l'Iran l'a fait, ce qui est une autre histoire. Mais Trump a déchiré cet accord. Pourtant, cela aurait pu servir de modèle. Bien sûr, l'Iran n'accepterait pas le JCPOA sous cette forme, car comme je l'ai dit, les États-Unis ne respectaient pas leurs engagements. Il faudrait donc utiliser un modèle différent, un modèle dans lequel les États-Unis seraient contraints de respecter leurs engagements.
Il existe des moyens d'y parvenir, mais le véritable problème, c'est que les États-Unis n'ont en réalité aucun problème avec le programme nucléaire iranien. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas non plus la soi-disant question des droits de l'homme, qui est entièrement factice. Je veux dire, les violations des droits de l'homme, regardez le génocide en cours au Liban en ce moment, chaque jour, le massacre de femmes et d'enfants par le régime israélien. Et bien sûr, tout cela se déroule pendant que les médias et les gouvernements occidentaux détournent le regard, exactement comme ils l'ont fait à Gaza. Les plus grands violateurs des droits de l'homme sont l'Occident et leurs mandataires et alliés. Les droits de l'homme n'ont donc jamais été la véritable question, ni le terrorisme. Ils ont créé Daesh, ils ont créé Al-Qaïda, ils ont bombardé pays après pays. Tout cela, c'est du terrorisme. Leurs pilotes sont tous des terroristes, les pilotes ou les soldats qui ont bombardé les écoles et les hôpitaux en Iran et au Liban. Ce sont tous des terroristes. Donc, la question n'est pas le terrorisme. Lorsque Joe Kent a démissionné, dans sa lettre de démission, il a déclaré que l'Iran ne représentait pas une menace pour les États-Unis et que l'Iran ne construisait pas d'armes nucléaires. Et il était bien sûr un nommé de Trump à un poste de tout premier plan, avec le plus haut niveau d'accès aux renseignements. Et personne n'a jamais dit que ce qu'il avait dit était faux. La raison pour laquelle la guerre a eu lieu, ce qui l'a provoqué, ce n'était pas le programme nucléaire. C'est parce que le lobby sioniste la voulait. C'est parce que le régime israélien la voulait. Et c'est ce que dit Joe Kent, et c'est quelque chose que nous savions tous, mais c'est la première fois que cela vient de l'intérieur du régime lui-même. Ainsi, le problème de l'Iran, c'est qu'il est indépendant, contrairement à d'autres pays de notre région, et qu'il s'oppose au génocide. Il s'oppose à l'Empire à Cuba, au Venezuela, en Syrie, pendant l'apartheid en Afrique du Sud, et bien sûr en Palestine. Et cela, surtout en Palestine, est absolument impardonnable, s'opposer à la suprématie ethnique. Donc, le programme nucléaire n'est qu'un prétexte. Et c'est pour cela que les Américains ne veulent pas vraiment de solution. Ils le veulent comme excuse pour sanctionner l'Iran. C'est aussi ce qu'Obama a fait. Il n'a jamais levé les sanctions. Il en a assoupli certaines, mais a conservé le cadre général dans l'accord sur le nucléaire. Ainsi, l'hostilité envers l'Iran n'a rien à voir avec le programme nucléaire. Elle n'a rien à voir avec les droits humains ou le terrorisme. Elle est liée à l'opposition de l'Iran à Netanyahou, au sionisme, à la suprématie ethnique, au génocide à Gaza, au nettoyage ethnique en Cisjordanie, et bien sûr au génocide au Liban et à la destruction de la Syrie, et ainsi de suite. Et c'est essentiellement cela. Si les États-Unis voulaient vraiment résoudre le problème, il existe des modèles qui pourraient facilement être élaborés, dans lesquels l'Iran préserverait son droit à un programme nucléaire pacifique, et les États-Unis seraient assurés qu'il n'y aurait aucune menace. Mais les médias occidentaux, parce qu'ils font partie de l'establishment politique, aident les gouvernements occidentaux à fabriquer des crises. En fait, il existe un excellent livre intitulé Manufactured Crisis sur le programme nucléaire iranien qui aborde ce sujet en détail. Trump bloque actuellement les ports iraniens dans le détroit d'Ormuz. Ce qui est intéressant, c'est qu'un blocus nuirait sans doute davantage aux États du Golfe, qui importent tout, qu'à l'Iran. De plus, le blocus de Trump constitue une menace directe pour la Chine, car il limite son commerce et par conséquent sa souveraineté. Et je doute que Trump soit prêt à attaquer des navires chinois ou russes, d'ailleurs. Eh bien, les rapports d'aujourd'hui indiquent que des navires iraniens ont été empêchés par la marine américaine d'entrer dans le golfe d'Oman. Expliquez-nous la réaction de l'Iran face au blocus de Trump. Et comment voyez-vous la situation évoluer à court terme?
Eh bien, nous en sommes encore aux premières heures, donc nous devrons voir comment l'Iran réagit. Nous devrons également voir si le cessez-le-feu tient, et lorsque le cessez-le-feu de 2 semaines prendra fin, ce qu'il se passera ensuite. Mais le fait est, comme vous l'avez justement souligné, que les dictatures familiales arabes du Golfe Persique sont bien plus vulnérables que l'Iran. L'Iran ne les laissera pas utiliser leurs navires si lui-même ne peut pas utiliser les siens, et par conséquent ces pays, qui dépendent entièrement du pétrole et du gaz, seront en grande difficulté. Et l'Iran a de nombreux voisins, c'est un très grand pays. Elle a 15 voisins, et tous ses voisins à l'est, l'Afghanistan et le Pakistan, au nord, le Turkménistan, la Russie et le Kazakhstan à travers la mer Caspienne, ainsi que l'Azerbaïdjan et l'Arménie, puis à l'ouest et au nord-ouest, la Turquie et l'Irak. Tous ces pays sont accessibles à l'Iran pour le commerce. Mais en plus de cela, l'Iran pensait en réalité que les États-Unis allaient commencer le blocus dès le premier jour. En d'autres termes, il y a presque 2 mois, au début de leur offensive contre le pays. Ainsi, avant cela, ils ont élaboré un plan pour modifier leur route commerciale et devenir moins dépendants du Golfe Persique. Par exemple, l'Iran commerce largement avec le Pakistan, mais il achetait auparavant son riz à l'Inde. Ainsi, avant le début de la guerre, comme ils pensaient que le siège commencerait bien plus tôt, ils ont décidé d'acheter au Pakistan à la place et de le payer en carburant à la frontière, devenant ainsi moins dépendants. Ce genre de choses se produit déjà. Et les Iraniens sont, je ne connais pas le chiffre exact, mais environ 90% autosuffisants en matière de produits agricoles. L'Iran n'est pas un désert comme la péninsule arabique. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, nous avons 2 chaînes de montagnes, l'une s'étendant d'est en ouest à travers l'Iran, appelée l'Alborz. Une autre chaîne s'étend du nord au sud, à l'ouest de l'Iran, appelée le Zagros, et il y a beaucoup de neige là-bas. En ce moment, au-dessus de Téhéran, les montagnes sont enneigées. Les gens y montent en hiver, au début du printemps et à la fin de l'automne. S'il y a assez de neige, ils vont même skier. L'Iran possède donc une agriculture importante. En général, en raison de toutes ses frontières, et parce que l'Iran a une agriculture développée et produit beaucoup de ses propres biens localement à cause des sanctions, il est bien moins vulnérable que les régimes du Golfe Persique. En ce moment, les Saoudiens ne peuvent exporter, je crois, qu'environ 3,5 millions à 4 millions de barils par jour depuis la mer Rouge. Mais à part cela, tout dépend entièrement du Golfe Persique, et les autres encore plus. Ainsi, les États-Unis leur font plus de mal qu'à l'Iran. Mais plus important encore, ils aggravent la crise énergétique mondiale qui se profile. Je ne pense pas que les gens réalisent pleinement à quel point la situation va devenir grave. Les gens se disent simplement que le prix de l'essence a augmenté. Mais je pense que très bientôt, nous allons voir les choses empirer considérablement et nous allons assister à une crise agricole en raison du fait que les produits pétrochimiques et les engrais ne peuvent pas quitter le Golfe Persique. Et le GNL, la pénurie de GNL, va créer sa propre crise. Et puis bien sûr, il y a l'essence et les raffineries qui ne produisent pas. Et puis bien sûr, il y a le pétrole brut. Toutes ces matières premières qui ne sont pas exportées font que la pénurie s'intensifie chaque heure, chaque minute. Chaque minute où la pénurie s'aggrave, tout cela s'accumule. La crise se profile donc et Trump ne fait qu'accélérer ce processus. L'Iran, financièrement, ne s'en sort pas mal du tout, car l'Iran avait environ 200 millions de barils de pétrole en mer, d'après ce que j'ai compris. Avant le début de la guerre, ils en ont vendu la moitié. Et ils produisent du pétrole en grande quantité,
et l'exportent depuis qu'ils ont gagné la guerre à des prix très élevés. Donc ironiquement, l'Iran a gagné beaucoup d'argent. L'Iran dispose encore de 100 millions de barils qui finiront par s'épuiser, et cela va intensifier la crise mondiale. Apparemment, les Russes ont épuisé tout leur pétrole qui se trouvait en mer, ils en avaient moins que l'Iran. Mais l'Iran vendra ces 100 millions de barils. Ainsi, d'un point de vue financier, l'Iran est actuellement dans une position solide en matière de devises étrangères. Par conséquent, il peut importer les biens dont les Iraniens ordinaires auront besoin pour l'année ou les 2 années à venir. Avant la guerre, l'Iran avait acheté beaucoup de biens de ce type pour se préparer à ce genre de situation. Je ne vois pas les États-Unis résister plus longtemps que l'Iran. Je pense que la crise mondiale va exercer une pression croissante sur Trump et qu'il sera touché bien plus rapidement que l'Iran. Les alliés des États-Unis vont également être très durement affectés, car des pays comme l'Inde, le Japon, la Corée et les Européens font tous face à une situation très critique. Il est d'ailleurs assez intéressant de constater que l'Inde, sous Modi, qui était si proche du régime israélien, souffre maintenant des actions de ce même régime israélien et de Trump à cause de la guerre qu'ils ont déclenchée. C'est l'une des ironies de toute cette situation.